Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie Sixtine que j'ai rencontrée en 2021. L'objectif de cet enregistrement, c'est que tu nous parles de ton changement de carrière au moment du retour, comment tu as eu cette envie de changement et puis comment tu as opéré finalement le changement de carrière. Et puis voilà, on va pouvoir échanger sur tous ces sujets ensemble. Merci d'être avec moi et je t'invite à te présenter dans un premier temps en 3 mots pour qu'on ait une idée un petit peu de qui tu es. Bah déjà, bonjour à tous et bonjour Magali. Et je suis hyper contente de te reparler après 2 ans. En 3 mots. Alors, le premier mot, c'est très très spécial, c'est punk / espiègle. En fait, ces 2 mots-là sont très représentatifs de ma personnalité parce que tu as un côté espièglerie, pour moi, c'est de l'humour, mais tu sais, un peu l'humour fin, la malice, le fait de pas trop se prendre au sérieux, le fait de tu vas prendre du recul sur ce qui nous arrive, le fait d'en rire, etc. Donc ça fait vraiment partie de mon quotidien. Je rigole beaucoup. Enfin, c'est un trait vraiment prégnant de ma personnalité. Et le côté punk, je dirais que c'est plus un truc un peu... Alors, j'aime les règles, hein, il en faut, tu vois, j'aime bien être cadrée, tout ça, et je suis une bonne élève, donc je tiens à les respecter. Mais je trouve que dans le mot punk, il y a un peu un côté aussi de, encore une fois, d'insouciance, c'est-à-dire de... Je suis adulte, tu vois, j'ai 31 ans, mais je suis pas non plus trop adulte. J'aime aussi garder ce côté un peu, pas enfant, mais ce côté un peu léger sur la vie, sur les choses qui arrivent, tu vois, le côté un peu rien n'est grave. Ça fait partie de mon quotidien aussi. Et puis, dans le punk, il y a aussi tout le côté déconstruction que j'aime beaucoup. Le côté déconstruire ce dans quoi tu as grandi. Déconstruire tes peurs, déconstruire tes schémas, déconstruire tout ce qui va te conditionner, en fait. Et ça, j'adore. J'adore parce que je pense que c'est nécessaire pour changer, pour se connaître mieux, pour tenter des nouvelles choses, sans arrêt se remettre en question. Donc voilà, le côté espiègle, c'est plus la partie humour, déconne, etc. Et le côté punk, c'est pour le coup faire sauter un peu les barrières et essayer de se remettre en question un petit peu plus souvent. Deuxième mot, je pense que c'est la curiosité, parce que c'est un... Bah, sinon, j'aurais pas voyagé, je pense. La curiosité aussi, parce que dans mon travail, et même dans la vie de tous les jours, j'adore faire des liens. Donc tu vois, par exemple, je vais regarder un film, au ciné, et puis je vais voir une référence à un livre, et je vais avoir envie de connaître ce livre, et du coup je vais lire ce livre, et dans ce livre je vais trouver un auteur, et je vais avoir envie de lire sur cet auteur, et c'est génial. Je trouve que tu peux ouvrir plein de portes, tu peux faire des ponts entre tout et rien, en fait. Tu peux tout adapter. Enfin, j'adore ce jeu un petit peu de cases, en fait, que tu vas, espèce de pêle-mêle comme ça, sans arrêt, essayer de te dire, tiens, j'ai vu ça, j'ai besoin d'imaginer un concept, ben, je vais faire appel à tel peintre, tel réalisateur, parce que son univers me fait penser à ça. Et ça, j'adore, je trouve ça hyper stimulant, je trouve que ça te permet aussi de jamais te contenter de ce que tu as, de toujours... pourtant, je suis une grosse flemmarde, hein, donc je suis pas la première, tu vois, à prendre les transports pour aller voir des expos, même si j'adore ça. La flemme passe avant, mais du coup, j'essaye de nourrir cette curiosité-là par des choses qui sont plus accessibles, entre guillemets. Donc ça va être regarder un film, je pense que ça va, de mon lit, je peux le faire. Ça va être écouter des musiques, et puis dans le milieu pro, bah voilà, quelqu'un va me parler d'un truc, je vais avoir envie d'écouter, enfin... Et je trouve que c'est important d'avoir cette discipline, de jamais être reposé sur ce que tu connais. Dans le milieu où je suis, il faut toujours être à la page, donc ça suppose vraiment au quotidien, tu vas te renseigner sur ce qui se passe autour, etc. Donc pour moi, la curiosité, c'est hyper important, et la curiosité mène à la créativité aussi, donc ça va de pair. Avec mon métier, je tease un truc de fou, ce que je fais dans la vie. Et le troisième mot que j'adore, et je pense que tu vas l'adorer aussi, c'est recommencement. Parce que je pense que c'est tellement beau de recommencer
Et je sais que c'est un luxe. En tout cas, pour moi, ça l'a été dans le sens où j'étais pas dépendante, tu vois, d'une famille, où j'avais pas d'enfants, j'avais pas de mec ni rien. Donc, je suis consciente que c'est un luxe. Je pense aussi que c'est accessible à tous, mais il faut beaucoup de courage. Et j'ai des exemples autour de moi où c'est très dur parfois, parce que tu as une échelle de valeur qui fait que parfois tu vas placer ce que tu as construit avant ta propre liberté. Moi, non, pas du tout. Et du coup, je pense que recommencer, c'est se donner les moyens aussi de tester des nouvelles choses et de se bousculer. Et je pense que quand tu te bouscules, tu apprends beaucoup sur toi. Ça, on va pas enfin, voilà, j'apprends rien. Mais plus tu te bouscules et plus tu prends conscience de tes capacités et plus tu as confiance en toi et moins tu as peur de sortir de ta zone de confort. Donc voilà, peut-être qu'à un âge avancé, j'atteindrai cette phase de sagesse où j'aurai les couilles en fait de tout envoyer valser et de lancer ma propre boîte parce que encore aujourd'hui, tu vois, c'est des choses qui me font peur, mais je pense qu'il faut aussi être indulgent envers soi-même, faire petit pas par petit pas, mais se bousculer un peu, ça fait pas de mal. Et pour moi, le recommencement dans la vie, à tout âge, tu peux recommencer quelque chose. C'est dur de se lancer, mais je pense que quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, après tu te dis tout roule, quoi. Merci. Est-ce que tu pourrais dire que ton retour en France et nouveau changement de carrière, ça a été deux recommencements? Oui, ah oui, complètement. Bah oui, parce que je suis rentrée en France, j'avais rien. Je n'avais rien du tout. Je n'avais pas de travail, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais erré des années dans des jobs qui m'allaient pas. J'avais fait des études qui m'avaient super plu, mais parce que j'avais échoué à un concours, je m'étais redirigée dans des jobs alimentaires, etc., etc. En fait, donc j'ai recommencé déjà une fois en partant à l'étranger. C'était plus un commencement qu'un recommencement parce que j'étais jamais partie à l'étranger. Mais en rentrant en France, clairement, ça a été recommencer tout parce qu'il a fallu se dire maintenant tu arrêtes tes conneries là, tu arrêtes de faire un job alimentaire parce que à l'époque j'avais 28 ans. Et je m'étais dit, si je dois me taper des jobs alimentaires jusqu'à la fin de ma vie, ça va pas le faire, quoi. Donc oui, oui, complètement. Recommencement, tu le sais, hein. Reprise d'études, sur le tard, et recommencer quelque chose que j'avais commencé il y a 10 ans. Donc c'était recommencer quelque chose que j'avais déjà débuté il y a quelques années. Donc ouais. Avant de creuser le sujet du retour et du changement de carrière, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle était ta situation avant de partir à l'étranger? Avant de partir à l'étranger, j'étais en CDD dans une marque de prêt-à-porter aux Galeries Lafayette à Bordeaux. J'étais responsable corner. Et mon CDD s'achevait. On m'avait promis un job, un CDI à Toulouse. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir. Donc j'étais en train de monter les échelons dans la vente. Donc ta première partie de carrière, on est plutôt dans l'univers commercial, la vente. Tu décides de partir à l'étranger, où est-ce que tu pars et dans quel contexte un petit peu en quelques mots? Bah déjà, je pense que c'est hyper important que je raconte l'anecdote de cette rencontre qui a tout changé, parce que c'est clairement elle qui a fait que je suis partie. Je veux bosser donc au Carré Lafayette, tu vois comment c'est fait, il y a beaucoup de corners, etc. Donc j'avais beaucoup de collègues à qui je parlais, c'était devenu mes potes, et j'avais un pote qui partait en Australie, et je m'étais dit, mais il m'emmerde un peu celui-là à me raconter ces trucs d'Australie. Moi, je suis très bien en France. C'est un peu le côté aigri, tu vois, la meuf un peu aigri, un peu la jalousie, mais pas assumée du tout, tu vois. Et il m'en parlait beaucoup et tout, et lui, il allait partir. Donc il a semé des petites graines déjà, même si j'avais aucune envie de partir à l'étranger. Enfin, c'était pas du tout dans mes plans, pas du tout. Donc j'ai fait deux rencontres importantes la même année. Première rencontre, t'y crois ou pas, moi, sur le coup, j'y ai pas cru, mais bref, je vais à la convention nationale de cette marque-là dans laquelle où je bossais, et ils avaient fait un atelier avec des cartomanciennes voyantes, etc. Bah, j'y vais pour le fun, tu vois, et elle me dit, est-ce que vous voulez une question pro ou sentimentale? Je fais, bah, de toute façon, sentimentale, je sais que c'est pourri et ça sera pourri, donc autant y aller sur le pro, quoi. Et elle me dit, bah écoutez, vous allez partir à l'étranger, vous allez travailler là-bas, vous allez partir seul ou avec une amie, mais en tout cas, je vous vois travailler. Moi, je suis partie de là en rigolant. Des mois et des mois se sont passés. À l'époque, j'étais pas du tout dans le truc ésotérique, pas du tout. Donc, je l'ai pris vraiment au millième degré, en me marrant bien, et en me disant qu'elle s'était trompée de personne parce que je n'étais pas du tout du genre à partir à l'étranger, quoi. Pas du tout. Et mon CDD se termine, enfin presque. Et j'étais toute seule un jour sur mon corner, et puis un jour, il y a une femme et son fils qui viennent me voir, à la base, je pense pour m'acheter des fringues, tu vois, comme tout le monde. Et sauf que pas du tout, on commence à discuter de l'Australie, parce que sa fille, en fait, était là-bas, et elle me raconte ça.
en me disant mais je suis partie la voir, c'était exceptionnel. Mais des étoiles dans les yeux quoi. On est resté 1 heure à parler et quand elle est partie, je me souviens que mes collègues m'ont regardé en me disant mais qu'est-ce que tu foutais avec cette cliente là pendant 1 heure. Et je les ai regardés, j'ai fait les gars, je ne sais pas ce que je fous là. Et ma décision était prise. Ce jour-là, j'ai pris la décision de partir en Australie. Donc c'était radical quoi. Et ça n'a pas changé, même tu vois si j'ai mis du temps à préparer ce voyage. Pendant des mois et des mois, tu vois, j'ai mis de côté, j'ai bossé au black, j'ai passé mon permis, enfin, je voulais être hyper préparée, etc. Mais tout le monde pensait que c'était une fuite en avant, en mode elle partira jamais, elle fait genre, mais elle partira pas. Et je suis partie. Pourquoi je Donc, suis partie? C'est ça qui me fait partir. ouais. Donc tu pars en Australie, tu te souviens, t'as quel âge? J'ai 25 ans, un truc comme ça. En quelques mots, Voilà. qu'est-ce qui se passe quand tu pars à l'étranger? Pendant cette période à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles, tu voyages, t'es en Australie, dans d'autres pays? Je passe 1 an en Australie, 1 an en Nouvelle-Zélande. Petite escale à Bali de 2 semaines quand même pour me faire des vacances. Je me pète un genou. Tu connais l'histoire. Je me pète un genou en Australie. Gros drame. J'avais prévu de faire un road trip avec des potes. Pas du tout. Ça a remis en question tout mon voyage. Ça a été hyper dur psychologiquement. Parce que bah, va te faire un truc comme ça en Australie quand t'es loin de tout et que t'as pas de thunes, c'est compliqué. Et qu'en plus t'avais prévu de visiter, de te faire un road trip comme dans les films, machin. Bah du coup j'ai dû redéfinir tout mon voyage. Un recommencement. Euh, Exactement. Beaucoup de recommencements. Donc j'ai vécu en gros 6 mois à Sydney où c'était un peu la merde parce que ben j'avais mon genou pas bien. Mais j'ai bossé en tant que barista, expérience très cool, j'ai appris plein de trucs, c'était hyper bien. J'ai vécu 4 mois à Port Douglas dans le nord de l'Australie, où là j'ai bossé dans une boutique de déco slash tourisme slash fringues, enfin un peu de tout et n'importe quoi. 4 plus beaux mois de ma vie. Tu vois, les stations balnéaires, tu rencontres des gens toutes les semaines, tu te fais des super potes, tu bois de l'alcool tout le temps, tu fais des pique-niques le soir après le taf. C'était paradisiaque, c'était 4 mois d'insouciance, c'était les 4 plus beaux mois de ma vie vraiment. Et après, je suis partie en Nouvelle-Zélande parce que, bah, expérience de merde en Australie quand même, avec mon genou, je voulais pas rentrer en France, c'était trop tôt pour moi. Psychologiquement, j'étais pas prête. Et je me suis dit, bah, c'est à côté, allons-y, tu vois. J'avais pas d'affect particulier pour la Nouvelle-Zélande, mais go. Et là-bas, j'ai travaillé, j'ai rencontré un Néo-Zélandais dès que je suis arrivée. Donc, bah voilà, t'es amoureux, t'as pas envie de prendre ton van et d'aller faire un road trip dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Donc, je suis restée à Auckland pendant 1 an, mais j'ai vécu la vie néo-zélandaise parce que j'étais avec un Néo-Zélandais. Donc, il m'a présenté tous ses potes. J'ai fait du tuning, j'ai fait de la pêche, j'ai fait vraiment les barbecues entre potes. Enfin, j'ai vécu la vie néo-zélandaise. Donc, c'était incroyable. Donc, pareil, pas eu de road trip, mais une expérience incroyable. Donc j'ai bossé à côté dans des bars, resto. C'est pas l'expérience que je retiendrai hein, particulièrement, parce que c'était compliqué, en plus il y a eu le Covid, mais la vie que j'avais à côté, incroyable. Des souvenirs, je suis encore en contact avec eux, enfin, tu vois, ils ont eu des enfants, je les vois se marier, enfin, c'est un délire. Donc voilà, en gros, c'est ça, c'est travail, 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 un peu d'amour et un genou cassé. Et voilà, c'est mes 2 ans, 2 ans là-bas, en gros. Et alors, dans quel contexte tu rentres en France après ça? Je rentre parce que, bah, 2 choses. Déjà, j'étais avec le Néo-Zélandais là. Donc, au bout de quelques mois, je me tâte à faire le partnership visa. Donc, en Nouvelle-Zélande, ça te permet de rester en Nouvelle-Zélande quand tu as rencontré quelqu'un. Bon, le mec est un peu fébrile, tu vois. Au début, il est un peu en mode c'est un gros engagement. Donc, je ne fais rien. Et plus ça allait, et plus je sentais qu'il était fébrile, et moi, je devenais de plus en plus fébrile à l'idée de rester en Nouvelle-Zélande parce que. Bah déjà, je voyais qu'il avait du mal à s'engager et d'autre part, c'était une vie qui me convenait plus, tu vois. Et je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, je sens que je vais atteindre mes limites, que faire de la pêche tous les week-ends, c'est cool, faire du tuning, c'est cool, c'est des trucs que j'aurais jamais fait en France, mais en fait, c'était pas du tout stimulant intellectuellement. C'est des gens qui sont super gentils, tu vois, ils sont vraiment, c'est des crèmes, c'est des hôtes hyper accueillants, mais c'est pas des gens qui vont s'intéresser à autre chose que leur pays. Et donc c'était compliqué pour moi parce que j'avais vraiment une soif de... Bah, j'ai soif d'apprendre, tu vois, enfin, qu'on m'apprenne des choses, etc. Et j'arrivais un peu au bout de ça. Et en plus, je me disais, j'ai pas de diplôme, je peux pas travailler dans ce que j'aime. À l'époque, en plus, je savais pas trop ce que j'aimais. Donc tout ça mélangé, plus mon genou, où j'ai dû me faire réopérer en Nouvelle-Zélande. Enfin, ça a été vraiment une galère pas possible, tu vois. Il fallait vraiment que j'ai une rééducation carrée et pas à mi-chemin entre, tu vois, les trucs de Maori et les trucs de sorcellerie ou je sais pas quoi. Il fallait un vrai quitter français pour que je lui explique en français ce qui se passait.
Donc tout ça mélangé, mon visa se termine en septembre. En juin, ma décision était prise de rentrer. Sauf qu'en juin, mon mec de l'époque s'est réveillé. Il m'a dit: Ah, en fait, ça te dirait qu'on fasse le partnership visa? Je fais: Mec, c'est trop tard, j'ai pris mon billet d'avion, t'aurais pu te réveiller avant. Et puis même, je lui ai dit, même sans ça, moi je me sens pas épanouie ici. Et là, j'arrive au bout de mon expérience. Et je sentais que quelque chose m'attendait en France, tu vois. Je le sentais, mais c'était viscéral. Je me suis dit, j'avais plein de personnes autour de moi qui partaient faire des voyages en Amérique du Sud, etc. J'aurais pu me dire, je recommence un truc, je refais un visa. Mais là, je me suis dit, non, il y a un moment où là, je sens que il y a un truc en France qui m'attend, je sais pas ce que c'est, mais allons-y, tu vois. Donc cette certitude-là, elle m'a tenue vraiment, elle m'a tenue, parce que c'était vraiment dur de quitter toutes ces personnes. Enfin, ça a été un déchirement, mais terrible, tu vois. C'était ma deuxième famille, t'as vécu un an non-stop avec ces personnes-là, et du jour au lendemain, tu les quittes, c'est terrible. Et c'est pas comme si elles habitaient à Barcelone, tu vois, c'est 20 000 kilomètres, donc c'est pas pareil. Émotionnellement, c'est pas pareil. Mais cette certitude-là m'a tenue. Et je me suis dit, il est temps. Et donc, je suis rentrée en septembre en France. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit t'étais quand tu rentres et comment tu te sens quand tu rentres et les premiers temps d'arrivée en France? J'étais un peu dans le déni, on va dire, émotionnel les premiers jours. Parce que je me disais, en fait, je sais que là, il y a un enjeu de ouf qui m'attend, c'est-à-dire trouver ma voie. Et j'étais un peu en mode, vas-y, on va profiter de ces quelques jours pour revoir la famille, faire les mariages et compagnie. Donc, ouais, pendant 3 semaines, j'étais par Mons et par Vaux, j'ai revu tout le monde, c'était chouette. Donc, j'ai pas trop pensé à la perte déjà de ces personnes, même si ça m'affectait, tu vois, j'y repensais de temps en temps, mais je suis pas rentrée en pleurs, si tu veux. Je suis pas rentrée en dépression, je suis pas rentrée en... J'étais pas pliée en deux dans mon lit, pas du tout. Je pense que le fait aussi que je sois allée vivre chez ma sœur, qui avait à l'époque ses enfants et qui étaient petits, tu vois, ils avaient 7 et 8 ans, ou même 6 et 7 ans, je crois. Le fait d'avoir des enfants, mine de rien, dans ton entourage, ça te permet de pas penser à toi. Donc tout simplement, je m'en occupais en fait. Donc, ça détournait mon attention aussi de mes propres problèmes. Donc je pense que tu vois, tout ça a fait que finalement mon état d'esprit en arrivant, c'était très dur le jour J, évidemment, à l'aéroport, quand j'ai quitté tout le monde là. Mais en arrivant en France, c'est comme si en fait c'était écrit quoi. C'est comme si en arrivant en France, c'était normal. Tu vois, j'ai pas eu ce truc de oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas du tout à ma place. Non, j'ai pris l'avion comme j'aurais pris un métro, tu vois, de Barbès à La Défense, tu vois. Enfin, c'était normal. T'arrives, tu t'installes, tu prends tes marques, etc. Tu vis chez ta sœur, tu t'occupes de tes neveux et nièces. Et donc vient le sujet de OK, j'ai envie de réfléchir à mon avenir professionnel. Tiens un petit peu comment tu chemines par rapport à ça. Ouais, ça s'est fait en plusieurs étapes parce qu'en fait, quand je suis arrivée, donc j'étais chez ma sœur, faut savoir que la configuration n'était pas idéale parce que j'avais pas de chambre. J'étais dans la chambre avec mes neveux et que le deal, c'était que je cherche vite ma voie et que je me casse en fait au bout de 2, 3 mois, tu vois. Donc c'était ça le deal. Donc j'avais cet enjeu-là de me dire, il faut pas que je sois trop un poids pour cette famille parce que mine de rien, en plus mes neveux faisaient l'école à la maison, tu vois. Donc c'était pas comme si, voilà. C'était encore un peu le Covid, donc on était tous ensemble réunis. Mon beau-frère faisait du télétravail, enfin, on était non-stop ensemble, si tu veux. Donc il y avait le côté je dois me faire toute petite. Je suis dans une chambre où je n'ai pas d'intimité, mais je dois quand même réfléchir à mon avenir. Mais avec des enfants qui te marchent dessus, te foutent des trucs dans des oreilles, dans la tronche, c'est compliqué, tu vois, d'avoir des moments zen. Et je pense que cette pression-là de ne pas être un poids pour ma famille passait au-dessus même de faut que tu trouves un taf, quoi. J'avais vraiment cette préoccupation de me dire il faut que je sois la plus transparente possible, la plus aidante possible. Parce que c'est quand même pas rien de ramener ta sœur de 7 ans à l'époque chez toi, dans un 50 mètres carrés. Enfin, tu vois, c'est un délire quand même. De leur côté, c'est un délire. C'est quand même un gros risque. Surtout que le caractère, ma sœur et moi, c'est très, très opposé, tu vois. C'est quand même un beau geste de la part de ta Énorme. sœur. OK, bah, viens à la maison. C'est quand même super Mais chouette. Enfin, moi, ce ah, que je dis, sans elle, ça n'aurait jamais été pareil. Enfin, je suis tellement reconnaissante. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai voulu me faire toute petite et l'aider au maximum et vraiment la soulager, quoi, et faire tout ce qui était dans mon possible pour que ça se passe bien. Parce que vraiment, c'était un cadeau énorme. Enfin, si elle avait pas fait ça, je pense que là, oui, ça aurait été beaucoup plus compliqué, ouais. Donc, ouais, la première étape, ça a été déjà de trouver mes marques dans la famille, de me faire toute petite, de la rassurer aussi, de lui dire, t'inquiète pas, je suis en démarche pour machin.
Et là, j'ai commencé à faire des trucs. Mais tu sais, enfin, t'es en mode, bah, faut que je trouve ma voie. Donc, tu sais, tu fais des tests sur Internet à la con. tu, tu cherches un peu partout. C'est quoi mon ikigai? Tu fais des tableaux, tu fais des mood boards. Enfin, j'ai tout testé. Ma peau, j'ai tout testé. Et je suis passée par plusieurs phases. Je suis passée par la phase, est-ce que tu veux pas retourner dans le monde de la vente, mais tu vises un poste à responsabilité dans une boîte qui t'intéresse, un peu dans le luxe et tout ça. J'en rêvais la nuit, tu vois, je rêvais de moi-même qui me disait ne travaille plus dans la vente, meuf, c'est terminé, ne va plus dans la vente. Donc je me réveillais le matin, je me disais bon, bah on next, tu vois, la vente c'est pas possible, donc on oublie. Après je suis passée par je veux faire de la déco d'intérieur. En plus j'allais présenter ça à ma sœur, tu vois, en mode vraiment limite présentation de PowerPoint, tu vois. Alors, je t'explique, je vais faire décoratrice d'intérieur parce que je pense que ça correspond bien à mon caractère, mon sens de l'esthétique. Et elle était là, elle me regardait, elle ferait oui, oui, enfin en soi tout se tient, tu vois. Tout se tenait, c'était très logique, très machin. Mais quand j'essayais de faire les démarches pour, tout bloquait. Financièrement, ça bloquait. Logistiquement, ça bloquait. Enfin, en fait, j'avais plein d'obstacles. Donc, ça m'a fait ça pour la déco d'intérieur. Ça m'a fait ça pour jouer à un moment. J'ai voulu être coach, je sais pas quoi. Ça a bloqué aussi. Venu un moment, heureusement, le Covid est arrivé. On a été confinés un mois. Et là, pour moi, ça a été une soupape où je me suis dit, ok, j'ai un mois de décompression. Ma soeur va pas me foutre dehors en plein Covid. Donc, c'est bon, tenons le coup. Et là, pendant ce mois-là, je me suis dit, presque naturellement, ma sœur a fait les beaux-arts, donc elle avait plein d'attirails de peinture, etc. Donc j'ai repris la peinture et le dessin, et j'ai testé l'aquarelle, enfin, tu sais, des trucs que j'avais toujours voulu faire, mais tu te dis, j'ai le temps, etc. Bah là, pour le coup, je l'avais vraiment, et j'avais pas le choix, en fait. Et chez ma sœur, t'es pas trop du genre à être dans ton lit H24 à regarder des films, tu vois, donc je me forçais à m'occuper aussi pour faire bonne figure, tu vois. Mais au final, ça a payé parce que le fait de m'intéresser à ça, donc de me découvrir pas une passion, tu vois, mais un intérêt en tout cas pour l'aquarelle, de lâcher prise aussi parce que il y a un côté assez méditatif, tu sais, voilà, tu fais de l'aquarelle, c'est très à queue, tu sais jamais quel résultat ça va donner. Et puis moi, j'étais toujours en mode énervée en me disant, mais c'est moche, ça ressemble à rien. Et puis le lendemain, c'était sec et j'étais là, oh, c'est pas mal. Donc ça m'a aussi forcé à me dire, meuf, prends du recul, tu vois, c'est pareil pour tout. Sois pas trop exigeante, laisse-toi le temps, enfin, mature le truc, etc. Donc je me suis pris passion pour ça, j'ai découvert le design humain, tu connais très bien le design humain, ça m'a tellement changé la vie. Vraiment, j'invite tout le monde, même si c'est une personne qui nous écoute, à faire ça. Ça m'a changé la vie. J'ai compris pourquoi j'avais ce caractère, j'ai compris plein de choses de moi en fait. C'est les zones d'ombre, tu vois, que j'avais du mal à accepter, je les ai acceptées, je les ai comprises, et ça m'a surtout donné des clés pour l'après. On en parlera peut-être après, mais ça m'a vraiment donné des clés concrètes de comment faire les choses, vu mon design humain, enfin. Donc vraiment des phases passionnantes, mais du coup, c'est cette phase-là pendant un mois où tu navigues un peu, tu fais de l'art et machin, et puis en fait, ça m'a permis en fait de me désintéresser de mon projet pro pour me recentrer sur ce que j'aimais. Tu vois, j'ai fait des jeux de société avec mes neveux. Enfin, c'était une vie, c'était tranquille, quoi. Et au final, après ce mois, bah, j'ai eu une espèce d'épiphanie un jour de me dire, mais je cherchais les offres d'emploi. Et puis, il y avait toujours les trucs de com qui revenaient. Et je voyais communication, chargé de communication, bac plus 5, bac plus 3. Et moi, je m'étais dit, purée, j'ai un bac plus 2, c'est chiant. Mais ça m'intéresse vraiment, quoi. Enfin, ça me parle, ça m'évoque plein de trucs. Je me vois pas ailleurs que là-dedans, en fait. Et puis, de fil en aiguille, bah écoute, je me suis dit, bah, et on va reprendre. Non, d'abord, j'ai fait appel à toi. En fait, je sais plus si j'ai fait appel à toi avant ou après. Je pense que c'était après que j'ai décidé de reprendre mes études. Je crois que j'ai décidé de reprendre mes études. Et j'ai fait appel à toi pour refaire mon CV parce que je savais que je voulais reprendre mes études en alternance. Évidemment, c'était condition sine qua non. Je me suis dit, je partais un peu en me disant, je vais reprendre mes études, ça va être super chiant, mais allez, on va le faire en alternance, comme ça tu seras plus longtemps en entreprise et tu verras pas leur tête à l'école, quoi. Et puis en plus, c'était à l'époque où il y avait beaucoup d'aides de l'État, etc. Donc je me suis dit, franchement, c'est un bon plan, quoi. Je suis payée, j'ai un diplôme et en plus, tu vois, enfin, c'était parfait, c'était vraiment le bon plan. Et donc c'est là que j'ai fait appel à toi pour remettre de l'ordre dans un CV qui était, comment dire, très dense et réaligner tout et tu vois et mettre chaque expérience reprendre aussi ce que j'avais vraiment aimé avec toi, c'était le côté vraiment plonger dans toutes les expériences que j'avais faites et me rappeler bah ouais au final j'ai fait ça quand même, enfin même des petits trucs insignifiants où tu te dis purée mais t'oublies vachement de trucs en fait et tout mettre à plat et tout ça m'avait vraiment aidé à tout reposer d'équerre et voilà et puis ta méthode elle était super
tu vois, tout adapté au poste, enfin adapter vraiment le poste, enfin ton CV au poste et pas l'inverse. Enfin, bon. Donc vraiment, tu m'avais donné des clés, tu m'avais donné des super clés. Donc voilà, donc c'est là que ça a commencé le début de tout en fait. Donc, en effet, moi, tu me contactes en mode, je sais plus quel âge t'as, j'ai 27 ans, je vais reprendre mes études en alternance dans la communication. Et là, je me dis, ok, pourquoi pas facile? Parce que on cherche en alternance, c'est des contrats qui sont particuliers, il y en a beaucoup, mais souvent, ce qui est privilégié, bah, les plus jeunes, parce qu'on les paye moins cher. Donc il fallait bah, voilà, trouver un contrat en alternance en étant un petit peu plus âgé, en étant plus cher à l'entreprise et en étant sur un secteur d'activité ultra concurrentiel. La perle pour toi. Mais comme on relève souvent des beaux défis, et ben on l'a fait. On l'a fait. Et ça a été vraiment une belle réussite parce que ben voilà, même si au départ, bah, ça peut arriver, hein, sur le papier, c'est pas facile, mais on arrive quand même à faire des belles choses avec une méthode, etc., avec des candidats qui sont motivés aussi, tu vois. Parce que voilà, moi je Ouais. me souviens de toi où tu faisais des démarches, etc. Mm. Donc pas forcément beaucoup de démarches, mais les bonnes démarches. J'ai postulé à 3 trucs peut-être. Non, non, mais ça a été fou. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai eu de la chance. Parce que j'ai postulé dans une école déjà, j'ai postulé en bachelor, parce que j'avais un bac+2, donc logique faisant que bah, c'était bac+3. Et le directeur m'a tout de suite dit wow, 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 vu votre parcours, votre âge, vous passez direct en master 1, tu vois. Et rien que là, je me suis dit, mais donc déjà ça, c'était génial. Ils ont eu effectivement une espèce de petite idée en mode oui, c'est vrai que vous n'êtes pas toute jeune, toute proportion gardée, merci beaucoup. Donc ils m'ont dit oui, ça va peut-être être un peu plus galère, mais le revers de la médaille, c'est que les employeurs vont être fans de votre profil parce que bah, maturité, expérience à l'international, bilingue, enfin, ça faisait, si tu veux, dans la balance, ça allait, tu vois. Donc j'ai même pas eu peur de pas trouver. Je me suis dit, ouais, ok, je vais peut-être un peu plus galérer. Et jamais de la vie, j'aurais pensé trouver mon alternance en 2 semaines, hein. Mais il se trouve que j'ai trouvé mon alternance en 2 semaines, même moins. Parce que aussi, bah, déjà, c'est un poste qui me parlait. C'était une entreprise de cours de langue en ligne. Je venais de passer 2 ans à l'étranger. Et puis, je me souviens qu'ils avaient dit dans leur description, pour être sûr que vous avez tout lu jusqu'au bout, glissez le mot éléphant. Bah, moi, évidemment, qui adore écrire, tu vois, je me suis dit, mais vas-y, banco, je vais faire une lettre hyper drôle. Et donc, j'ai fait cette lettre-là, je l'ai pondue en 5 minutes. Et puis, le surlendemain, j'avais une réponse. Et ça s'est enchaîné super vite, quoi. Donc, si tu veux, en 3 semaines, j'ai eu mon école, j'ai sauté une classe, j'ai eu mon alternance, et en un mois, j'ai eu mon appart. Enfin, tout s'est fait d'une manière absolument dingue. Est-ce que tu te souviens comment tu te sens quand tu reprends les études? Vraiment, ce pas de retourner à l'école, d'être installé sur une chaise, d'être avec des personnes qui sont peut-être 5 ans de moins que toi. Ouais, si tu veux nous partager quelques mots là-dessus. Bah, en fait, au début, ça allait parce que j'ai commencé mon alternance avant la rentrée scolaire. Donc, bon, j'ai eu un mois ou deux plein en entreprise. Et je me souviens déjà de la première sensation, c'est con, hein, mais d'être en salle de réu, assise. Et j'étais là, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que je suis vraiment en salle de réunion à parler de communication alors qu'il y a 3 ans, j'étais dans la vente debout à vendre des fringues? Enfin, c'était irréel, tu vois, c'était un truc de fou. La première réunion, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était vraiment un truc. C'est con, tu vois, de rêver de faire une réunion dans un bureau. Mais en fait, j'en avais rêvé. Et j'y étais. J'étais, putain, c'est ma première réunion de brainstorming! Wouhou. Donc j'étais hyper contente. Et la rentrée, en fait, j'en attendais rien. Je me suis juste dit, focus, focus alternance, l'école, tu verras comment ça se passe, focus, focus. J'avais aucune attente, je me suis dit, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Donc je me suis dit, bon, tu t'adaptes bien, t'as toujours eu des potes de tous les âges, donc bon, ça peut le faire, quoi. Le premier jour, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en rentrant chez moi. Ah, je me suis dit, ça va être terrible. Ça va être terrible. Parce que bah, t'as peur, quoi. Tu te dis, mais on avait déjà, je crois, en une journée, on avait 2 projets à rendre. Je me retrouve avec, évidemment, tout le monde se fait des groupes et tout. Moi, j'étais là, la daronne, toute seule à sa table, en mode, bon, qui veut être avec moi? Et je me tape les 2 mecs. Ils vont rire, tu vois, s'ils écoutent ça, parce que franchement, je les ai détestés. Je me suis dit, je me tape les 2 cruches, les 2 pauvres mecs de merde. C'est les mecs que t'as pas envie d'avoir dans ton groupe parce que tu sais que tu vas tout faire, tu vas faire tout le taf, tu vois, parce que tu sais que les mecs en branlent pas une. Bah voilà, c'est tombé sur ma gueule. Je suis rentrée chez moi le soir, j'ai fait, mais les gars, j'ai chialé vraiment. Et en fait, il y a eu un remaniement de classe. Et l'autre classe où j'ai été, bah, je suis encore tombée avec ces 2 mecs-là.
Mais je trouve que ces 2 mecs-là, c'est mes meilleurs potes aujourd'hui, tu vois? Donc c'est fou, en fait, c'est fou et plus ça allait et plus on a été un groupe d'amis et c'est des potes que je vois encore et c'est mes meilleurs amis et c'est mon super groupe de potes. Donc ouais, les débuts fébriles évidemment parce que tu as peur, tu te dis: «Bah, je vais passer pour la boomer, machin» et en fait, bah, tu te rends compte que pas du tout et moi, je me suis jamais sentie en décalage avec eux. Jamais de la vie, je me suis sentie supérieure parce que j'avais été 2 ans à l'étranger. Ils m'ont apporté énormément, ils m'ont appris plein de trucs. Tu as un qui est passionné de culture enfin de culture, manga, l'autre est passionné de jeux vidéo, l'autre il est hyper cultivé en littérature, philo et tout ça, donc c'était hyper stimulant pour moi, tu vois? De me retrouver avec ces gens-là, toutes les semaines, 2 jours par semaine et j'avais en fait, c'est ce que j'ai dit à un de mes potes et aujourd'hui c'est quand même un truc qui nous a marqué, c'est que pendant 2 ans, j'ai jamais eu le blues du dimanche soir. C'est-à-dire que tous les dimanches, en fait, j'avais hâte d'être lundi matin parce que je savais que le lundi et le mardi, j'allais être avec eux, tu vois? Donc forcément, le fait d'avoir rencontré cette bande de potes, moi qui avais toujours rêvé d'avoir une bande de potes parce que j'ai des amis éclatés partout dans le monde, en France, bah, ça a été hyper précieux, enfin ça m'a tenue. Mais ça a été 2 ans hyper, denses, au niveau du travail, ça a été 2 ans, la première année hyper difficile parce que, il a fallu que je fasse mes preuves. Pas du tout, c'est je me disais que je devais faire mes preuves. Donc je me suis mis une pression monstre, mais à tel point que j'ai fini en presque burn-out, à la fin de l'année, littéralement par terre, à me dire: «En fait, il faut que je change, pour l'année prochaine parce que je tiendrai pas 2 ans comme ça. C'est pas possible, humainement, c'est pas possible». Et je m'étais mis tellement de pression de: «Il faut que je fasse mes preuves, je reprends mes études, il faut que je prouve à tout le monde que je suis à ma place, il faut que je me prouve à moi-même que j'ai bien fait de reprendre mes études». Donc ouais, ça a été une année très décisive d'un point de vue psychologique parce que j'avais tout à faire en fait, tout à me prouver, tout à faire et au final la deuxième année, mes potes m'ont mis un stop. Ils m'ont dit: «En fait, certes, on t'a peut-être pas accompagné, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire, mais toi tu nous as aussi pas appelés à l'aide au bon moment et t'as aussi tout porté sur tes épaules, t'as aussi choisi de faire les projets à notre place, alors qu'on aurait pu les faire». Et du coup, tu vois, le fait qu'il m'ait dit ça, bah, je me suis dit: «Non meuf, enfin, si tu es là aujourd'hui, si tu es dans cet état-là aujourd'hui, c'est que tu as ta part de responsabilité». Et du coup, bah, j'ai ajusté pour l'année suivante, j'ai un peu plus lâché prise et ça a très bien marché. Alors effectivement, c'était pas comme j'aurais voulu, c'était pas parfait, mais donc ouais, 2 ans assez, enfin, pour ma perception de moi-même, tu vois, ma confiance en moi, mon truc d'excellence, machin, ça m'a vachement, calmée quand même, hein. Et, Parcours initiatique de fou, hein. et alors, en termes de deadline, donc tu rentres en France en septembre 2020. Nous, on fait Ouais, l'accompagnement, je crois, vers février 2021. ouais, Tu prends ton alternance vers juillet ouais, début juillet. 2021. Tu rentres à l'école septembre 2021. Et donc là, jusqu'à 2023, en fait, en 2023, tu termines ton master. Exactement. J'ai terminé en octobre Ok. dernier, 2023. Est-ce que tu veux nous partager quelques mots de qu'est-ce qui se passe après ce master? Bah, après ce master, donc déjà dire que j'ai fait 1 an d'alternance dans cette boîte qui faisait des langues et la deuxième année d'alternance, j'ai choisi de la faire ailleurs. Je l'ai faite chez HSBC en marketing. Est venu un moment où en fait, je me suis dit: chargée de communication, ça ne m'intéresse pas et chargée de marketing, ça ne m'intéresse pas du tout». Parce qu'en plus, il y avait des tableaux Excel, ça me foutait des sueurs pas possible, enfin, c'était une angoisse pas possible et je me suis dit: «En fait, moi, j'aime écrire». La conception rédaction, c'était un métier que j'avais déjà voulu faire il y a 10 ans. Mais tu vois le truc de je me sens pas légitime, blablabla et cetera, OK. Je pense que même, niveau maturité, j'étais pas prête. Mais là, tu vois, ça revenait quand même beaucoup, hein. L'écriture, les concepts, c'est tout ça, on avait passé 2 ans à faire que ça, donc voilà. Donc à la fin de mon alternance chez HSBC, la fin des études aussi arrivait. En fait, je me suis dit: «Tu as 2 choix, c'est soit tu vas vers ta zone de confort chargée de com, parce que là, tu sais que tu vas trouver du taf facilement. En plus, tu peux tout faire. Tu fais, de l'écriture, trucs de attaché de presse, enfin, tu fais tout et n'importe quoi et c'était le n'importe quoi qui me posait problème. Soit tu décides de te bousculer un petit peu et de postuler en conception rédaction, mais c'était un laisse tomber la galère parce qu'il y a tellement peu de postes en conception rédaction. J'avais zéro portfolio, j'avais zéro expérience en conception rédaction, enfin, autant dire que ça allait être galère. Mais en fait, dès l'instant où je me suis dit: «Tu arrêtes de chercher un truc confortable, tu fais ce qui te plaît, tu as pas fait 2 ans d'études pour rien». Bah, bizarrement, dans la semaine, je reçois une offre par une de mes potes, qui me transfère une offre d'emploi pour être concepteur rédacteur chez Sixteen, donc une agence de prod et je me suis dit: «C'est trop beau pour être vrai, en fait». Enfin, c'est trop beau pour être vrai et du coup, j'ai fait un CV,
à leur couleur. J'ai fait une lettre de motivation complètement déjantée sur pourquoi je m'appelais Marie-Sixtine et pourquoi eux s'appelaient Sixtine et pourquoi ensemble on allait faire de grandes choses. Et j'ai passé des étapes de recrutement, enfin de sélection très challengeant parce que c'était des trucs, des études de cas assez corsées quand même. À tel point que quand j'ai reçu le brief du truc, je me suis dit mais laisse tomber. Laisse tomber. Autosabotage, ne le fais pas, ne le fais pas. Non, non, je me suis dit stop, tu y vas, tu fonces. Et au pire, tant pis, ça sera un exercice, tu sauras ce qu'il faut faire ou pas. Et en fait, ça s'est fait. Et du coup, j'ai été prise en CDI. Premier CDI en plus, hyper marquant, dans le secteur que je voulais. Depuis en fait que je suis gamine, parce que je me suis rappelé que quand j'étais petite, je demandais à mes parents, j'étais fascinée par les packaging des céréales. Pourquoi les céréales, je sais pas. Bah, tu sais, c'est le petit déj, tu regardais le dos des céréales, tu vois, quand tu te faisais chier. Et je demandais à mes parents, j'étais fascinée, quoi. Et je leur demandais, mais qui écrit les ingrédients, qui écrit le truc Kellogg's dessus? Enfin, pour moi, c'était fascinant. Et je me souviens que gamine, je mettais des légendes dans les albums photos. Et ma mère m'a donné ces albums et c'était des trucs complètement loufoques, quoi. C'était absurde. Mais en fait, je me faisais rire et j'étais là, mais meuf, en fait, t'as toujours fait ça. T'as toujours aimé ça, t'as toujours aimé écrire, t'as toujours aimé rigoler de trucs. Enfin, tous les wagons se sont raccrochés et je me suis dit, mais la boucle est bouclée. En fait, c'était ça depuis le début. Et oui, j'ai pris des chemins de traverse pour arriver là, mais aujourd'hui, je suis là où je suis et c'était ça depuis le début. C'est trop beau. Ouais, tout s'est quand même enchaîné assez facilement, même si, bon, on voit qu'il y a quand même parfois des délais, parce qu'il faut le temps de faire mûrir le projet, le temps de passer à l'action, le temps de faire les recherches, etc. Mais ça s'aligne quand même assez facilement de la prise de décision de, OK, il y a quelque chose qui m'attend en France, je rentre, à reprendre la formation, faire une formation, décrocher son premier CDI, enfin, Mais à tel point que des fois, tu te dis, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais en fait, non, c'est pas trop beau pour être vrai. C'est juste que quand tu t'écoutes et quand tu sais que, tu vois, vraiment ce truc de, j'ai le choix, en fait, de partir dans ma zone de confort et de faire un taf. Ok, c'est la com et tout, ça me plairait. Et de se dire non, en fait, je choisis la difficulté parce que je sais que j'en suis capable. Même si je suis un peu fébrile encore, mais je décide, dès que t'es au clair avec toi dans ta tête, je trouve que c'est... Toi, la vie, c'est peut-être un peu des tests, tu vois, en mode, est-ce qu'aujourd'hui, t'as la tête dure et est-ce qu'aujourd'hui, tu es consciente que t'es passé par beaucoup de choses et que t'es capable? Et je me suis dit, en fait, ça, si tu tentes pas, tu sauras jamais, donc allons-y, tu vois. Mais oui, oui, tout a été hyper simple. Mais en fait, jamais je me suis dit, ça va s'arrêter. Non, je me suis toujours dit, au contraire, maintenant que t'es là, en fait, ça ne peut qu'aller de mieux en mieux, en fait. Parce que petit à petit, je vais affiner ce que j'aime pas. Je sais que, en fait, je vais plus trop avoir de soucis de remise en question. En tout cas, pour les 20 prochaines années, je pense que ça devrait aller. On sait jamais, mais voilà. pour revenir un petit peu au sujet du retour en France, est-ce que tu avais des a priori sur le fait de rentrer en France, revenir en France et sur la France en elle-même quand tu as commencé à penser à OK, je vais rentrer en France, je vais quitter l'étranger? Bah, a priori, oui, parce que je voyais mes potes qui rentraient d'étrangers qui étaient en dépression. Donc, ça me faisait pas Rêver. forcément. Tu te dis, bon, est-ce que ça va vraiment m'arriver? Mais en même temps, je me disais que comme le voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande, je l'ai pas vécu du tout de la même façon que les autres, de par mon accident, hein, tout bêtement. J'ai pas eu ce truc de j'ai fait un road trip, j'ai vu des paysages extraordinaires, oh mon Dieu, et je vais rentrer en France, ça va être terrible, le métro et compagnie, quoi. Donc je pense que ça, mine de rien, ça m'a aidé, même si c'est bon, on peut se dire que c'est pas hyper positif, mais en tout cas, ça m'a aidé. Et je pense aussi que le fait d'avoir vécu à l'étranger et avoir été entouré de personnes qui te disaient «Oh, mais t'habites en France, mais c'est exceptionnel, mais t'as tellement de chance de vivre en France, c'est un tellement beau pays, vous vous rendez pas compte». Enfin, tu rentres en France et tu te dis ouais, on a vachement de chance d'habiter en France, on a vachement de chance d'avoir la sécurité sociale, on a vachement de chance d'avoir des paysages hyper diversifiés à 1 heure de route, tu vois, porte à porte. Donc finalement, mon retour en France, c'était, oui, forcément, le premier jour, je suis arrivée, il pleuvait, je me suis dit, bon, pas ouf, tu vois, mais c'est en même temps, c'était le mois d'octobre, normal. Mais non, et puis encore une fois, cette idée, tu vois, de me dire, il y a un truc qui t'attend là-bas. En fait, j'étais tellement focus sur ça que non. Et puis, j'avais pas quitté la France en mauvais termes avec elle, si je puis dire, tu vois. J'avais quitté la France parce que j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'étais en mode, bah, t'es à la croisée des chemins. Donc, c'est soit tu t'en vas dans un truc qui te plaît pas, soit tu décides de tout recommencer à zéro. Mais j'étais pas partie en me disant, ah, la France, c'est horrible, je déteste ce pays. Donc, non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile que tu as réussi à surmonter au moment de ton retour et dans la foulée ou pas plus en fait finalement? Il n'y a pas eu de difficultés particulières?
Si, il y a eu 2 difficultés particulières. Il y a eu la difficulté déjà je t'ai dit de vivre, dans une famille, bon, c'est la mienne à moitié parce que c'est ma sœur, mais voilà, l'autre moitié n'est pas trop à moi. Donc ça veut dire de sentir être un poids, d'avoir cette pression de te dire: «J'ai dit à ma sœur que dans 3 mois je partais», je suis partie au bout de 8 mois. De sentir qu'eux, ils sont là en mode, «Non mais on t'adore, hein, on t'aime, hein, mais tu sais, les enfants commencent à s'attacher à toi, il faudrait vraiment que tu t'en ailles». Donc ouais, non, c'était vraiment compliqué à gérer versus le fait que j'étais paumée dans ma vie et que j'avais besoin de temps, tu vois? Besoin de temps, d'espace, et que je pouvais pas non plus, rentrer après 2 ans et prendre un truc, du jour au lendemain comme ça, c'est pas possible. Donc j'étais vraiment tiraillée entre ces 2 situations-là. Et puis, mon genou quoi. Mon genou qui a été quand même, ouais, une douleur, psychologique très, très intense qu'il a fallu que je traite vraiment. Alors avec un kiné, avec des thérapies, «alternatives» entre guillemets, parce que ça m'avait déclenché énormément de phobies, ça m'avait bloqué sur pas mal de choses aussi et je pense que le fait, tu vois, d'avoir fait cette thérapie-là, ça m'a aussi ouvert, pour autre chose, mais, ça a été un des défis à relever, pas agréable. Quelle serait selon toi la plus grande fierté de ton retour en France? Je pense que la plus grande fierté, c'est de ne jamais avoir lâché de vue le fait que je voulais le mieux pour moi. Je pense que j'aurais pu abandonner, des millions de fois. Je pense que j'aurais pu, quitter, la famille de ma sœur et lui dire: «T'inquiète, je vais trouver un taf, alimentaire et je verrai après». Première fois de ma vie, je me suis vraiment, j'ai été dans cette discipline-là de me dire: «Tu n'as pas fait tout ça pour rien. Stop. Maintenant tu es capable». Je pense qu'il y avait aussi un enjeu de, je suis la seule de ma famille à avoir fait des études. Ne lâche pas après un bac+2, tu vois? Donc c'est cette fierté-là, c'est juste j'avais été élevée dans un schéma où en fait, les études étaient pas très valorisées et moi j'étais là, je veux renverser ça. C'est con, hein, mais je veux renverser ça. J'ai pas envie de vivre une vie de regret, j'ai pas envie de m'effondrer dans un taf qui me correspond pas donc malgré tout le contexte autour, garder de vue cet objectif-là, oui, ça a été vraiment une fierté, ouais. Et donc, tu es rentrée il y a 4 ans. Donc, en 4 ans, il y a eu une nouvelle formation, en parallèle, une nouvelle vie professionnelle dans un nouveau secteur d'activité, et là, une nouvelle prise de poste récemment, il y a quelques mois. Comment tu pourrais faire le lien entre les expériences que tu as eues à l'étranger, au niveau pro-perso, et comment ça a contribué, en fait, à... Donc, cette expérience de vie à l'étranger, comment elle a contribué ou comment elle contribue encore aujourd'hui au job que tu as, à tes missions ou à la personne que tu es aujourd'hui? Bah, elle a tout changé en moi. Elle a tout changé en moi. Déjà, psychologiquement, ça a fait enfin, il y a un avant-après étranger, ça c'est sûr. Je pense, tu vois, pour te donner un exemple concret, sans rentrer dans les détails, je pense que je n'aurais jamais pu vivre 8 mois chez ma sœur sans être partie 2 ans à l'étranger avant. Donc c'est pour te dire que le shift qui a été opéré. Je pense que j'ai gagné en maturité forcément, même si je l'étais déjà beaucoup, mais c'était une autre maturité. J'ai gagné en sérénité. Le fait d'avoir ces expériences-là à l'étranger, avec un genou en moins, je me suis dépassée, mais comme jamais je me suis dépassée. Donc bon, j'étais déjà consciente que j'avais des facultés, je vais pas dire hors normes, mais quand même. Mais là, c'était un point où je me suis dit, «Putain, ouais, j'en ai quand même sous le coude, quoi». Donc ne pas gâcher ça, c'était hyper important. L'ouverture d'esprit, faire du tuning et de la pêche, tu vois? Je me souviens quand je bossais aux galeries, il y avait tellement de gens qui m'avaient dit, «Mais toi, Marie-Sixtine, avec tes petites gerbes vernis, tu vas aller travailler dans les fermes». J'étais là: «Mais les gars, enfin, oui, je m'en fous en fait, enfin, je m'en fous» et la preuve en est et tu vois? Et c'était même pas un besoin de prouver quoi que ce soit aux gens, mais c'était de dire en gros, je m'adapte à tout en fait. C'est ça, c'est cette adaptabilité-là, mais ça m'a tellement aidée et en fait, plus rien ne me faisait peur. J'ai dormi à Sydney dans une cage à lapins qui faisait, 3 m², humide comme pas permis, avec des cafards. Je peux tout vivre en fait quand tu as vécu ça. Des cafards à Sydney, donc faut se dire que c'est la taille d'une date, hein, les gars, c'est pas juste des petites fourmis, tu vois? Donc l'adaptabilité, franchement ça m'a tellement apporté, s'adapter à tout, s'adapter aux personnes que tu rencontres, s'adapter aux environnements. Dans mon travail, ça m'aide aujourd'hui, même si je l'avais, tu vois? Mais c'est savoir s'adapter, dans ton ton, dans ta démarche. Enfin, tu vas pas parler, de la même façon à un client qui bosse chez L'Oréal que chez un client qui bosse, j'en sais rien moi, dans une plus petite boîte d'entrepreneur. Enfin, donc tout ça, c'est hyper utile. Franchement, il y a ça qui me vient. Après évidemment que ça m'a apporté plein de choses, mais ouais, je dirais l'adaptabilité avant tout, peur de rien quoi, pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Est-ce que ton anglais, tu l'as utilisé en alternance ou aujourd'hui? Ouais.
Surtout dans la boîte de cours de langue en ligne, hein, évidemment, logique, parce qu'on faisait des posts Instagram en anglais et en français. Mais aujourd'hui, dans mon poste actuel, évidemment, on bosse avec énormément d'entreprises qui nous demandent de faire des vidéos en français et soit de sous-titrer en anglais, soit carrément d'écrire en anglais. Je t'avoue que j'ai beaucoup perdu, of course. Je reste bilingue, mais c'est du bilingue franglais, tu vois, aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup perdu, mais il y a quand même des réflexes. Enfin, je comprends parfaitement l'anglais. Donc quand il y a des réunions en anglais, bah, généralement, c'est en partie moi qui m'y colle. Donc oui, c'est toujours utile, hein. Mais je t'avoue que ce qui m'a aidé le plus, c'est de mettre le petit bilingue anglais-français sur mon CV, même si on sait très bien que bilingue, c'est très loin de ma portée. Mais en tout cas, il faut pas hésiter à dire que tu es bilingue quand tu rentres de 2 ans, même si tu sais pas parler ou écrire parfaitement l'anglais. Enfin, je veux dire, que tu pars 2 ans à l'étranger, normalement, tu es censé être bien dans l'anglais, quoi. Dernière question, si tu avais un conseil à donner à une personne qui aurait envie de changer de secteur d'activité ou de métier, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, j'aimerais lui dire de s'écouter, hein. C'est tout con, hein, mais je pense que vraiment, en tout cas, cette expérience, quand tu t'écoutes, je pense que quand tu t'écoutes vraiment et que tu sais ce qui est bon pour toi, je pense que les choses se font naturellement après. Alors que si tu t'écoutes pas et que tu restes dans un truc qui te convient pas, je pense que tu as plus de chances en fait de souffrir et d'avoir des obstacles qui vont s'accumuler que de prendre le risque de tout faire péter, que ça soit inconfortable peut-être pendant quelques temps, mais qu'après, tu as des portes qui s'ouvrent et qui sont quand même aidantes, tu vois. S'écouter, c'est tout. Et je pense que c'est important aussi de prendre du temps pour soi. Et tu vois, moi, j'ai aucune honte à dire que j'ai passé 8 mois au chômage, hein. C'était pas 8 mois à rien faire, hein. Et quand bien même tu fais rien, c'est pas très grave. Mais c'était 8 mois à me recentrer, à me poser, à digérer mes expériences et puis à aller vers quelque chose qui m'allait, quoi. Mais tu le sais, je pense que tu le sais. Après, on a tous de l'intuition. Je pense que c'est dur de l'écouter. Même moi, il y a plein de fois où je l'ai pas écouté, tu vois. Mais encore une fois, d'expérience, à chaque fois que j'ai pris une décision en m'écoutant, bah, je veux dire, les choses ont été tellement fluides et tellement simples après. Et on se fait des scénarios catastrophes. Alors qu'en fait, il faut juste se dire, on a un super pouvoir en nous, on a un truc, un guide, quoi, qui nous dit ce qui nous va ou ce qui nous va pas. Si on s'écoute, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui nous attend derrière. C'est pas un piège. C'est pas vas-y, écoute-toi, fais ça, et après on va te mettre des barrières et des obstacles de fou, comme ça tu vas bien douiller ta race. Non, non, généralement, c'est pas ça qui se passe, quoi. Donc ouais, s'écouter, vraiment. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est la vie, elle est toujours là pour nous servir. Et Exactement. tout ce qui se passe sur notre chemin, que ce soit positif, négatif, c'est toujours là pour nous enseigner quelque chose et pour nous, soit pour nous faire en sorte de nous mettre sur le bon chemin, nous faire prendre la bonne décision, ou nous faire nous questionner en tout cas, pour arriver à la bonne situation, la bonne, Au bon moment. peut-être pour rebondir et peut-être qu'on pourrait clôturer avec ça, tu sais, le conseil que toi tu partages à quelqu'un qui a envie de changer de métier, de changer de secteur d'activité, c'est de s'écouter. Et je pense que finalement, c'est un conseil qui s'adapte aussi à toutes les personnes qui veulent rentrer en France. Dans Ouais. le cas où, en fait, moi, il y a énormément de gens qui me sollicitent en me disant, ça fait des années que je veux rentrer, mais je le fais pas. J'ai peur, je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer. Donc cette envie-là, cette intuition, comme tu dis, cette envie, cette intuition, elle est là, elle revient souvent, mais c'est quelque chose qu'on met de côté, qu'on met de côté, qu'on met de côté, et pour certaines personnes, ça dure comme ça pendant des années. Donc Ouais. n'hésitez pas, c'est un conseil qui est pour moi très utile dans une situation de je vis à l'étranger depuis longtemps ou pas d'ailleurs, mais j'ai ce ressenti, ce besoin de rentrer, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que Exactement. ce signe-là vient m'apporter? Et après, derrière ça, bah voilà, il faut laisser aussi mûrir le projet comme pour quand on change de métier, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est important, je pense, d'écouter son intuition, ses envies, ses besoins, comme tu l'as dit, parce que voilà, en général, on ne se trompe pas, en tout cas, quand on arrive à Non. Mais je pense aussi qu'il y a aussi une phrase que je me suis vraiment martelée. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est que oui, ok, tu peux avoir une intuition, tu peux écouter ta petite voix qui te dit oui, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu ne mets pas un pas devant l'autre, ça va être compliqué. Et aide-toi, le ciel t'aidera, ça veut pas dire pousser des montagnes, hein, mais se faire accompagner. Si tu sais pas par où commencer, il y a sûrement des gens qui le sauront pour toi. Donc c'est une pierre à l'édifice, et petit à petit, tu vas ouvrir des portes, etc., etc. Aujourd'hui, je pense que il y a tellement de témoignages, il y a tellement de partage d'expériences, il y a tellement de ressources en fait à notre disposition que pour moi,
c'est peut-être très dur ce que je veux dire, mais on n'a aucune excuse aujourd'hui. J'ai du mal avec les gens qui se victimisent en se disant j'aime pas ma situation, ça fait des années que je suis là-dedans, mais j'arrive pas. Ouais, mec, mais en fait, tu ne vois pas. En fait, t'es centré sur toi, t'es centré sur tes problèmes, mais tu ne vois pas qu'il y a tellement de ressources à ta disposition pour en sortir. Et c'est pas grave, tu vois, je comprends, il y a plein de gens, ça m'est arrivé aussi. Enfin, il y a aucun problème, c'est pas un jugement. Mais encore une fois, l'expérience parle. C'est que décentre-toi de toi et regarde autour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour t'aider aussi. Et bah, voilà, c'est tout. Et c'est pas un aveu de faiblesse que de dire je vais me faire accompagner par quelqu'un. Voilà, c'est pas parce que toi tu m'as aidé que je me suis dit ah non, mais tout le mérite revient à Magali, moi je n'ai rien fait. Non, pas du tout. Tu as été un des piliers qui m'a permis de. Mais si tu Oui, ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est sûr. ouais, souvent, moi, ce que je dis, c'est que c'est une co-construction, en fait. C'est que le chemin, en tout cas, quand on fait appel à quelqu'un pour avoir un coup de pouce, de l'aide, bah, c'est une co-construction, en fait. C'est l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, c'est le fait de travailler ensemble, de se questionner ensemble, de réfléchir ensemble, d'échanger les points de vue qui fait que à chaque Mm. séance, en fait, on avance et on grandit. Et le thérapeute qui accompagne grandit aussi, en fait. Et ça, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Moi, je le dis, j'ai tellement de gratitude à toutes les personnes qui me sollicitent, parce qu'en fait, grâce à chaque situation résonne en moi aussi. Donc c'est un vrai Mm. partage, hein. C'est un vrai partage. Ouais, il faut pas avoir honte, il faut pas se sentir dévalorisé, il faut pas. Non, je pense que la vie est trop courte en fait pour se noyer dans des problèmes déjà parfois qu'on se crée, dans lesquels tu sais, c'est un peu un marasme quoi. Enfin, sortez de là quoi. Sortez de là. C'est pas comme s'il y avait pas mille autres possibilités de vie en fait. Donc voilà, c'est peut-être un peu bousculant ce que je dis, mais c'est en tout cas c'est arrivé pour moi, donc je le souhaite à plein de gens. C'est drôle, mais il y a des moments où c'était pas drôle, hein. Les gens vont se dire, ouais, ça va, ça a été tranquillou bilou. Non, non, ça n'a pas été simple. Mais en vrai, j'avoue, enfin, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment écoutée. Et pour la première fois de ma vie, les choses ont été très simples. C'est QFD. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci pour ce partage en fait de réussite qui montre que oui, quand on s'écoute, quand on se met en route, on peut être capable de belles choses, qu'on rentre en France ou pas d'ailleurs, que ce soit dans des projets pro ou dans des projets perso. Et puis surtout, ce que je voulais faire, c'était aussi te féliciter toi pour voilà, avoir mené à bien malgré ses hauts et ses bas, malgré ces choix qu'on doit faire, où voilà, c'est confrontant, où on n'est pas toujours à l'aise des fois dans le fait de faire des choix, bah, de s'écouter, d'y aller quand même, d'y croire. Et aujourd'hui, bah, quand même 3 4 ans après, pouvoir faire ce point-là, tu vois, de se dire, bah, en fait, je me suis questionnée il y a 4 ans, ça m'a pris un peu de temps, mais au final, aujourd'hui, ben, je suis gagnante. Tout à fait. En fait, il n'est jamais trop tard, vraiment. Et on a beau lire ça dans les livres de développement personnel, les gars, c'est vrai, j'en suis l'exemple vivant. Il n'est jamais trop tard. Et vraiment, enfin, j'espère, enfin, si on peut aider une personne au moins qui va écouter ça, j'espère. J'espère vraiment faire un déclic chez certaines personnes. Enfin, je suis pas, en plus, moi qui étais tellement pas partie à l'étranger, c'était tellement loin de mes ambitions, de mes capacités. J'ai réussi. Et c'est comme tous les auto-entrepreneurs qui te disent, mais moi j'ai réussi. Ouais, mais mec, c'est pas pareil, t'as créé une boîte, tu vois. Enfin, c'est pas pareil. Le risque est quand même un peu plus intense. Moi, je veux dire, j'ai payé un billet d'avion, j'ai économisé, allez, 3 000 balles. J'ai trouvé du taf là-bas. Enfin, tout le monde en est capable. Et j'ai rencontré des gens en Australie, ils partaient avec bien moins. Ils étaient à découvert, ils parlaient pas un mot d'anglais, ils ont réussi, tu vois. Et pourtant, c'était des gens hyper timides. C'est des gens que j'ai vus s'épanouir complètement. Enfin, il y avait des histoires de fous. Donc ça à la portée de tous, vraiment ça à la portée. Et je te remercie, parce qu'évidemment tu me félicites, mais je te remercie de m'avoir pas accompagné juste, tu vois, en mode on va refaire ton CV, mais tu as vraiment eu un accompagnement humain, presque thérapeutique, de meuf, prends conscience de tes capacités, aie confiance en toi, t'as un parcours de fou. C'est beau, tu vois. Et le fait que tu m'aies suivi tout ce temps, où j'étais contente, tu vois, de te dire, j'ai trouvé un taf ici, j'ai changé, je suis là maintenant. Enfin, je trouve que c'est hyper beau. La relation qu'on a tissée, même si on se connaît peu, bah, elle est précieuse parce que pour moi, tu as été le premier élément du maillon d'une chaîne qui grandit au fur et à mesure et c'est pas rien. T'es quand même un élément de ma vie déterminant. Donc, je parlerai toi à mes petits-enfants. En tout cas, merci beaucoup, c'est précieux. Et je vais clôturer en disant que chaque recommencement
c'est l'occasion vraiment de s'écouter et de réussir et de donner peut-être cette nouvelle impulsion pour cheminer vers quelque chose qui vous fait plaisir. Et qui vous va de mieux en mieux. Merci beaucoup Marie-Sixtine pour ton Merci. temps et puis pour le partage de ton parcours. Merci à toi. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!